Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Plus Humain, le podcast de l'innovation positive de KPMG en France. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode qui s'annonce passionnant autour d'un thème qui est les nouveaux Léonard. Alors, oui, les nouveaux Léonard, ce sont un peu ces polymathes, ces esprits curieux, créatifs, touche-à-tout, comme Léonard de Vinci, qui sont capables d'explorer à la fois la science, la technologie et l'art, tout en tirant parti du potentiel de la technologie, et en l'occurrence de l'IA. Pourtant, ces derniers mois, les artistes et les débats autour de la technologie et de l'intelligence artificielle se sont montrés plus anxiogènes et sceptiques que jamais sur la place de l'humain dans tout ça. Lundi encore, les Échos titraient « L'IA a-t-elle déjà remplacé l'artiste ?» L'article parlait des musiciens, des scénaristes ou encore des photographes particulièrement inquiets, et c'est légitime de se faire remplacer par la technologie, à l'image d'un exemple que donnait notamment l'article sur un morceau de musique qui a été entièrement composé par une IA qui s'appelle Dust on the Wind, signé par un groupe virtuel, The Velvet Sundown, et non pas The Velvet Underground. Voilà. Et en fait, c'est un véritable tube qui a généré plus de 3 millions d'écoutes sur Spotify cet été. Donc en fait, l'intelligence artificielle, oui, mais est-ce que c'est une menace ou une promesse ? Alors aujourd'hui, on va prendre le parti de regarder comment finalement cette technologie peut ouvrir de nouveaux possibles humains et si finalement cette intelligence artificielle ne pouvait pas nous ouvrir les portes d'une nouvelle renaissance. Alors c'est ambitieux, mais j'ai la chance d'avoir, pour en parler, 3 invités exceptionnels, 3 nouveaux Léonard justement. Donc Jean-Louis Fréchin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, architecte, fondateur de No Design. Vous êtes un pionnier du design à l'ère du numérique et de l'IA. Et vous êtes aussi auteur d'un livre, Le design des choses à l'heure du numérique et de l'IA. Et vous militez pour un design européen responsable où l'humain, bien évidemment, reste aux commandes. Vincent Bouget, bonjour. Bonjour à tous. Donc Vincent, vous êtes cofondateur et directeur scientifique de Scientalab. Exactement. Scientalab, c'est une start-up française qui utilise l'IA pour créer les médicaments de demain dans le domaine des maladies auto-immunes. Tout à fait. Et puis enfin, Alix Prader, vous êtes directrice générale d'Arta France. Bonjour Alban. Et vous développez un dispositif révolutionnaire qui permet aux non-voyants et aux malvoyants d'avoir une perception de leur environnement grâce au traitement de l'image et à l'utilisation de capteurs sur la peau. Tout à fait. Oui, vous avez bien entendu, en fait, il s'agit de voir par la peau. Exactement. Et pour conclure, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-David Orange, qui est associé chez KPMG France et qui a en charge les sujets de transformation RH chez nos clients. Il nous parlera des défis et des promesses de l'IA dans l'entreprise. Cet épisode, comme les précédents, est enregistré en public avec la communauté innovation de KPMG France, que je remercie d'être venu aujourd'hui. Alors, on va commencer par une première question pour Vincent. Vincent, chez Scientalab, la technologie, l'intelligence artificielle, vous permet de réduire considérablement le temps de recherche et de développement des médicaments contre donc, les maladies auto-immunes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Et puis, en quoi est-ce que c'est un enjeu crucial ? Tout à fait. Je vais commencer par quelques chiffres pour comprendre justement à quel point c'est compliqué de développer un médicament. En fait, développer un médicament, c'est dur et c'est long. Et pourquoi c'est si dur ? Pourquoi c'est si long ? En fait, ça prend à peu près 10 ans de mettre un médicament sur le marché, donc 10 ans d'efforts de recherche et de développement. Et en termes de coûts, on est autour du 1 milliard d'euros. Donc on comprend bien l'envergure du problème. Et il y a une partie en fait qui est particulièrement difficile, c'est le passage chez l'homme. Donc la première fois qu'on va tester un nouveau médicament chez des patients. Avant ça, on l'a uniquement testé sur des cellules, sur des souris. Et malheureusement, on est assez différents, nous, les êtres humains, des souris. Donc il y a un taux d'échec significatif à ce moment-là. Il y a à peu près 80% des médicaments qui vont rater à ce moment-là. Donc en fait, on a cette problématique où on a beaucoup d'idées, beaucoup de médicaments potentiels qui pourraient aider en fait, les patients. Et sauf qu'à cause de cette problématique, on est obligé d'avoir des investissements significatifs et on ne pourra pas les mettre, on ne pourra donc pas amener tous ces médicaments sur le marché. Et c'est là que Scientalab cherche à aider justement les laboratoires pharmaceutiques et les biotech, donc les gens qui développent ces médicaments, en leur permettant de prédire, avant même que le médicament n'ait été testé chez l'homme, de prédire est-ce que ce médicament sera efficace,
est-ce qu'il sera sûr, et donc est-ce que ça vaut le coup de faire ce pari et de se lancer justement dans cette expérience de développer ces médicaments. Alors, on comprend qu'effectivement, vous êtes vraiment dans l'utilisation de l'IA pour ces prédictions. Comment est-ce que vous les validez, en fait, ces prédictions ? Qu'est-ce que vous utilisez ? Qu'est-ce qui vous permet de les valider, en fait ? Oui, c'est un très bon point. En fait, ce qu'on permet, nous, en effet, c'est vraiment un outil prédictif qu'on va développer. Donc, c'est vraiment une technologie d'intelligence artificielle qui permet, en effet, de prédire chez des êtres humains comment ces nouveaux médicaments vont se comporter, est-ce qu'ils vont être efficaces ou pas. Évidemment, il faut valider ça pour convaincre nos clients. Donc, on a plusieurs formes de validation. Une première qui est à l'échelle. On va reprendre des programmes cliniques, donc des essais cliniques qui ont été menés sur des médicaments. On va en reprendre en très grande quantité et on va chercher à se comparer justement à la réalité. Donc, on va appliquer notre algorithme sur chacun de ces patients et voir si on était capable de prédire est-ce que le médicament a été efficace ou non. Et ça pour une quantité significative d'essais cliniques. Donc, c'est une chose qu'on a déjà faite. On est capable de voir qu'on arrive effectivement à reprédire en fait ces essais cliniques. Donc ça, c'est une première forme de validation qu'on a. Et ensuite, on a d'autres formes de validation qui sont cette fois plutôt des validations en partenariat avec les personnes qui développent les médicaments, avec les biotech et les laboratoires pharmaceutiques, ou lorsqu'on intervient tout simplement sur leur programme et qu'on les conseille en disant voilà, en fait, on pense que ce médicament va marcher, vous devriez vous lancer dans telle maladie, on pense que telle va être que l'efficacité de ce médicament va être de cette manière. Eux peuvent voir, ça prend du temps, mais eux peuvent voir quelques années après, est-ce qu'on avait raison ou pas. Et ça, c'est finalement la dernière validation qu'on peut obtenir et qui est la plus forte, je dirais. La plus importante. Exactement. Alors Alix, vous aussi, vous utilisez l'intelligence artificielle pour transformer la vie de millions de personnes. Comment l'IA aide-t-elle concrètement les non-voyants et les malvoyants à percevoir en fait leur environnement ? Alors, en effet, la vue est une perception sensorielle. On ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau, grâce à des informations qui sont envoyées par les yeux au cerveau. Donc, grâce à l'IA, nous, ce qu'on va réussir à faire, c'est d'envoyer autrement des informations au cerveau pour recréer une perception sensorielle et recréer une autre image neuronale qui n'est pas celle qui vient des yeux, mais c'est une image neuronale qui vient par la peau. Et qui se base sur un principe qui a été démontré scientifiquement, qui est un principe de substitution sensorielle, substitution du sens de la vue par le sens du toucher. Donc ça, notre technologie, elle permet de créer une image neuronale, et grâce à de l'IA, grâce à un traitement extrêmement sophistiqué de l'image, et à cette perception sensorielle, on va adjoindre une perception sensorielle augmentée. Donc, on apporte des informations complémentaires à celles de la perception. Et ça va nous permettre d'avoir une perception augmentée pour sans supprimer la cécité, finalement gommer toutes les limites et tous les effets de la cécité pour avoir une vie quasiment normale. Ça, c'est notre objectif. Et cette perception augmentée, elle se fait justement grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Tout est voilà, ça inclut de l'IA. Alors, il n'y a pas que de l'IA. Si je vous explique en quelques mots comment ça fonctionne, notre dispositif est composé d'une caméra qui capture l'environnement, qui ne l'enregistre pas mais qui le capture. Cette image vidéo est traitée, enregistrée par de l'IA, processée en temps réel et restituée sous la forme d'informations tactiles distribuées par une ceinture, comme une ceinture lombaire, qui embarque un système, un ordinateur, et des activateurs, donc 256 picots, qui viennent dessiner sur la peau une image tactile par le principe de la substitution sensorielle que j'ai évoqué tout à l'heure. Cette information tactile produit spontanément une image neuronale. Voilà, donc notre dispositif, c'est à la fois un hardware, un dispositif physique, et un software, l'IA, voilà, pour le décrire de façon simple, l'IA qui vient transformer l'image et la restituer. Et après, c'est l'utilisateur qui spontanément est doté d'une image sensorielle. Incroyable. Alors, Jean-Louis, à vous, dans votre livre, vous dites que l'intelligence artificielle ne remplacera ou ne remplace pas nécessairement les artistes et les auteurs, mais qu'elle les met
au défi. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que ça signifie, ce que vous avez voulu dire en fait par là? Le paysage de ce qu'on appelle les artistes est très très large. Il y a des artistes qui questionnent, qui provoquent, qui subjuguent par le beau ou par des questions. Puis il y a des artistes du commun, du quotidien, du labeur. Les gens qui travaillent dans les imprimeries font partie des industries créatives. Dans les statistiques officielles de l'INSEE, on les intègre au domaine artistique. Bon. Et dans ce contexte-là, on voit bien que l'IA va impacter les gens de manière différente. Il y a des gens qui sont irremplaçables, les artistes les plus de pointe, et qui vont jouer avec les IA, les contester, les provoquer, les retourner, et eux n'ont pas grand-chose à craindre. Ça va les mettre au défi d'une réflexivité de pensée. Donc c'est plutôt stimulant. Par contre, les artistes du quotidien, eux, qui sont soumis à des notions économiques très prégnantes, ont un autre défi, c'est celui de la survie. Vous évoquiez les photographes, les musiciens qui ont déjà été remplacés par les DJ dans les mariages, c'est-à-dire la musique quotidienne. Aujourd'hui, la plupart des musiciens sont professeurs de musique. Ils ne font plus de musique vivante. Or, la musique, c'est un des arts les plus... Parler de sensorialité, la vue, c'est un des sens les plus importants. Le second, c'est l'ouïe. Donc, la musique fait partie de tout ça. Donc, effectivement, ça questionne. Et ce qui est très injuste, c'est que dans les artistes de pointe, il y a aussi des gens très fragiles comme les illustrateurs. En France, on a une vraie tradition de l'illustration, notamment dans l'édition pour enfants, qui est très dynamique en France. Ces gens-là, économiquement, ne pèsent rien, font des illustrations qui sont très besogneuses, ça prend du temps. Quand on fait des petits points, c'est un temps infini. Et on tient la promesse de les remplacer. Alors, d'un point de vue économique, ils pèsent rien, mais d'un point de vue de la culture, de l'éducation de nos enfants, ils représentent énormément. Voilà, de la valeur. Donc, ça pose des questions. Alors, il y en a qui vont pouvoir se défendre. Et puis, il y en a, je ne vois pas très bien comment ils peuvent se défendre. Si on passe maintenant au registre du design, pour vous, donc, cette technologie s'immisce donc dans tous les lieux de création et devient un outil d'extension de la créativité, c'est ce que vous évoquiez, et non pas un substitut, en tout cas malheureusement pas pour tous. Comment est-ce que ça s'incarne dans les métiers du design, en fait ? Alors finalement, l'IA va tellement vite. Déjà, l'IA, ça ne veut pas dire grand-chose. Le terme est faux. Intelligence, ça vient, comme beaucoup des néologismes qu'on utilise en France, ça vient de l'anglais. Et en anglais, c'est vraiment dans le sens de documentation. Son équivalent, enfin, l'intelligence service, on sait tout ce que c'est. Son équivalent français à l'époque du général de Gaulle, c'était le SDEC, service de documentation extérieure. Donc, si on voit service de documentation artificielle et automatisée, déjà, ça permet de mieux poser les questions du débat. L'IA, c'est aussi des technologies différentes. Le machine learning, le deep learning, ce n'est pas l'IA symbolique qui a des règles qu'on peut évaluer après, par exemple, une expérience ou un accident. Les IA dont on parle pour faire des images qui impactent les artistes sont des IA qui ne sont pas explicables pour la plupart d'entre elles. Donc, c'est un peu inquiétant. Bon. Mais comme ça va très, très vite... l'IA générale sur laquelle on tape un prompt et qui fait des belles images, en fait, c'est en train tout doucement de perdre du terrain parce que c'est très long, on ne contrôle rien. Alors on est surpris, c'est la sérendipité, c'est formidable, mais quand on a une commande ou qu'on veut faire quelque chose de précis, c'est difficile. On voit émerger des nouveaux outils qui disruptent ce qui n'était pas vraiment prévu, les logiciels de 3D, le classique Photoshop, les logiciels de rendu, la fusion entre le réel et des images synthétiques fabriquées. Et là, on règle des problèmes qui n'étaient pas réglés avec les logiciels classiques. Donc là, c'est vraiment une IA au service de la création, plus de simulation, ce qui veut dire pour les gens qui payent moins de risques, plus vite. Donc on a une dimension productivité. Mais on a aussi, pour des agences petites, et généralement il y a une corrélation entre la taille des agences et leur niveau de créativité. Plus on est petit, plus on est créatif, c'est normal. On va plus vite, on va plus loin.
C'est valable aussi pour les entreprises. C'est valable aussi pour les entreprises. Alors, tout seul, on va plus vite, mais à nombreux, on va plus loin. Bon, donc, faut relativiser aussi. Mais ça leur donne énormément de pouvoir, ce qu'on appelle l'autonomie et la capacitation, c'est-à-dire en anglais l'empowerment. Ça donne à des entreprises la capacité d'agréger plus de potentialité, plus de valeur, et donc de restituer plus de valeur. Ça c'est intéressant. Dans les questions qui m'interpellent, il y en a deux. Celle des puissants, celle des faibles. Les puissants, c'est les fournisseurs d'IA, il n'y en a pas beaucoup. Ou les hébergeurs qui sont liés, il y en a 3 ou 4. Donc ça pose un problème. Et la question des plus faibles, c'est-à-dire des gens que ça va impacter, voire supprimer. Or, on peut comprendre qu'on n'imprime plus sur du papier aujourd'hui, on fasse autrement. Pourquoi pas, on peut se dire... Bon. Mais les illustrateurs de livres pour enfants ou les photographes... Renault fait appel à Doano pour photographier la manière dont on travaille dans son entreprise. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne fait pas autrement avec des systèmes automatiques et des caméras et une IA qui gère tout ça? Or, entre Doano et des caméras automatiques, une gestion des images par l'IA, je préfère Doano quand même. Bon. Les gens les plus fragiles m'inquiètent, surtout quand ce sont des arts impliqués, moins prestigieux que la peinture, auxquels on affecte, disons, une sorte de sanctuarisation, et je ne suis pas inquiet pour les purs artistes. Par contre, ces artistes impliqués, eux, je suis quand même un peu... Ou les musiciens, je suis un peu... Voilà, c'est un vrai défi, pour le coup. Dans votre livre, vous évoquez aussi un concept qu'est l'externalisation de la cognition. Est-ce que ça change vraiment notre manière de créer? Qu'est-ce que vous entendiez par là? Alors, vous êtes gentil de m'affecter ce concept qui a plutôt été, disons, posé par un jeune homme grec, Platon, qui était Platon. Son enseignement et son apprentissage passaient par la mémoire humaine uniquement. Et quand il a vu l'apparition de l'écrit, il était contre, parce qu'un honnête homme est celui qui sait et qui contient sa culture et son savoir dans son cerveau. Jusqu'à appeler ceux qui avaient lu un livre et qui venaient s'opposer à lui, enfin les sophistes, donner une connotation péjorative au concept de sophisme. Mais ce principe d'externalisation fait partie de notre histoire. L'écrit a amené donc les livres, donc c'est une part de savoir externalisé. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça a créé les Lumières avec la diffusion de la pensée. Ensuite, on a fait des bibliothèques. Donc on a figé la connaissance dans des ouvrages et on faisait évoluer la connaissance partagée dans l'évolution des ouvrages qu'on achetait. Alors, les différentes révolutions industrielles, vapeur, pétrole, électricité, ont externalisé la force humaine. Et aujourd'hui, c'est la cognition, je ne parle pas d'intelligence, je parle de cognition ou de machines réflexives, sont externalisées. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place une transition cognitive, c'est-à-dire apprendre à vivre avec ça et voir ce qui est intéressant ou pas, observer les déterminismes, ce qui m'intéresse plus, c'est-à-dire les conséquences fines sur la vie, la disparition de certaines choses, la création de nouvelles choses. On a vu 2 exemples fascinants à l'instant sur les études cliniques et sur une société humaine disparue, recréée un peu différemment, donc innovante. Cette externalisation, elle peut être un bien, mais jusqu'à aujourd'hui, l'artiste, et un designer n'est pas un artiste, hein, c'est quelqu'un de résolument impliqué dans la vie, qui essaye de trouver des solutions aux problèmes de la vie et pas de poser des questions comme un artiste ou un philosophe. Un artiste, c'est une des quintessences. Il y a l'humour et c'est une des quintessences de l'humanité. Donc l'externalisation, pourquoi pas, parce qu'elle a donné des résultats parfois positifs, parfois négatifs. Ce qui est intéressant, c'est d'observer vraiment ce qui va se passer. Et dans les déterminismes qui m'intéressent, il y a le concept de création bio, c'est-à-dire qu'on va avoir les jeunes utilisent des disques analogiques, refont de la photo argentique, c'est-à-dire que tout ce qui est numérique est facile à transformer et dans les écoles d'art un peu refusé. Et je pense qu'on va avoir des créations bio, des objets bio, c'est-à-dire sans IA, en réaction, que ça peut devenir tendance et qu'on pourrait avoir des refus de choses comme ça, comme la révolte, dans un autre niveau, la révolte des canuts
à Lyon au XIXe siècle, ou les Luddites en Angleterre, c'est-à-dire que des gens qui refusaient la technologie. Un prolétaire, disait Marx, c'est quelqu'un dont le savoir est externalisé dans des machines. Et donc, est-ce que les artistes vont devenir des prolétaires, ce qu'ils n'étaient pas, et est-ce qu'ils vont l'accepter? C'est des questions, je n'ai pas la réponse. Moi, j'ai un point de vue. Je pense qu'il faut un peu résister tout en étant... c'est le concept du pharmacone, remède et poison. Et Laennec disait, c'est la quantité de remède qui fait le poison. C'est vraiment comme ça qu'il faut le considérer, en pensant, en discutant, comme on le fait aujourd'hui, pour mettre tout sur la table et décider en connaissance de cause. Mais ce n'est pas à Amazon... OpenAI et Anthropic, que j'aime beaucoup par ailleurs, de décider pour nous. C'est aussi ça la question, parce que la machine, elle appartient à 3 entreprises. Donc c'est quand même un peu problématique. Oui, tout à fait. Vincent, l'intelligence artificielle ne permet pas seulement de faire mieux et plus vite, elle ouvre la voie à des découvertes inédites. Est-ce que vous auriez un exemple concret d'une innovation que vous n'auriez pas pu faire sans cette technologie? Oui, c'est un bon point. C'est vrai que, comme on le disait à l'instant, en fait, il y a une première vague d'intelligence artificielle qui a été développée il y a, je pense, une dizaine d'années et qui prenait un processus qui était déjà existant et qui permettait de l'automatiser. Donc on faisait la même tâche, mais peut-être plus vite. Et en ce moment-là, et depuis quelques années, on voit qu'il y a une deuxième vague qui sort et qui est assez différente, où en fait on a la capacité de créer de nouvelles tâches qui, en fait, qu'on pensait être soit l'apanage de l'être humain, on le voit à travers la réflexion autour de l'artiste qu'on vient d'avoir, mais d'autres tâches qu'on ne pensait tout simplement pas possibles et qui, en fait, aujourd'hui le deviennent. Et donc, évidemment, je vais tirer un exemple de mon travail au quotidien, donc dans la santé, qui est toujours sur le développement de médicaments. Et aujourd'hui, quand on crée un médicament, on a des étapes qui sont suivies. Et l'étape la plus compliquée, comme je le dis en introduction, c'est le passage chez l'homme. Et on passe en fait tout simplement de modèles qui sont le plus souvent des souris, par exemple, donc des cellules, des souris, etc. Et ensuite, on se demande, est-ce que ça a marché chez l'être humain? Et on fait un pari. Si on dit que oui, on avance. Et en fait, je caricature, mais on est presque dans le noir lorsqu'on fait cette décision, parce que tout simplement, les données qu'on a en amont ne permettent pas de décider. On a très très peu d'informations en fait lorsqu'on fait ce choix, alors que ce sont des choix qui vont forcément demander des capitaux très significatifs, plusieurs centaines de millions d'euros derrière, et des années avant d'avoir la réponse à notre pari. Est-ce qu'on a eu raison ou pas? Et ce que permet l'intelligence artificielle, c'est premièrement d'assembler une quantité de données qui est absolument gigantesque, de données de santé, je veux dire, qui est absolument gigantesque et que personne ne pourrait faire, en fait. Aucun être humain ne serait capable d'agréger ça. Donc d'abord, ces données, d'agréger des expertises, donc très diverses. Ça va être un médecin, un biologiste, de la bioinformatique, tout un ensemble d'expertises dans un seul système. Et ensuite, à partir de ça, d'en tirer une prédiction. Donc, est-ce qu'on pense, en effet, qu'on a des chances de pouvoir soigner cette maladie avec ce candidat médicament? Et donc, ensuite, ça, c'est la partie prédiction. Et il y a un deuxième sujet qui, à mon avis, est très, très intéressant, qui est ce que soulignait Jean-Louis un petit moment, il y a quelques minutes, qui est l'explicabilité. C'est qu'au-delà de la prédiction, au-delà de simplement dire on pense en effet qu'il faut avancer, il y a un deuxième sujet qui est pourquoi. Pourquoi est-ce que toi, intelligence artificielle, tu me conseillerais de le faire? Évidemment, dans la santé, c'est un sujet qui est majeur. On ne va pas prendre une décision et investir ses capitaux ou même traiter des patients sans avoir la réponse à cette question. Et donc ça, c'est une des spécialités qui est très importante dans notre entreprise, qui est l'explicabilité. On collabore beaucoup avec les laboratoires de Paris-Saclay, laboratoire de recherche de Paris-Saclay sur le domaine, et qui est justement d'expliquer comment la machine a pris cette décision. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on va trouver des nouveaux mécanismes biologiques qui expliquent justement pourquoi ce médicament fonctionne, peut-être chez certains patients et chez d'autres, et qui peuvent donner en fait une autre perspective aux chercheurs. Et
et peut-être en fait un nouveau regard sur la maladie ou sur la manière dont fonctionne un médicament et faire avancer la recherche. Donc il y a ce dialogue, exactement. Donc il y a un dialogue, un aller-retour entre ce que la machine permet et l'état de la connaissance qui permet également de faire avancer l'état de l'art sur la biologie et la médecine. Jean-Louis, je reviens un peu à la discussion précédente. Vous nous alertez sur les dangers d'une IA sans garde-fou. Et donc, selon vous, quelles sont les conditions qu'il faut qu'on réunisse pour avoir une création qui soit vraiment inédite et à la fois profondément humaine et éthique ? C'est une question extrêmement vaste et complexe, puisque c'est la question de l'intérêt finalement de l'art. Pourquoi un tableau plutôt qu'un autre ? Pourquoi un objet plutôt qu'un autre ? Avec les contextes qui sont les nôtres en France, pour ce qui est de mon métier, on n'a plus beaucoup d'entreprises industrielles, on fait plus beaucoup de produits, on est tous habillés avec des vêtements qui viennent d'ailleurs, et on a tous des objets techniques sur nous qui ne sont pas fabriqués chez nous. Donc c'est compliqué. Ce que je pense, c'est au pays de la raison critique, il faut dialoguer et il faut créer, comme le disait Bruno Latour, un parlement des choses, non pas pour juger si on prend pas, mais pour qu'on ait vraiment une discussion générale sur ces sujets-là. Au début de la mutation numérique en France, dans les années 2000, spontanément, des associations, je vais les citer parce qu'ils étaient très importants, la FING, les universités, des entrepreneurs, des grandes entreprises se retrouvaient pour parler. Alors que France, pays des silos, généralement, les universitaires restent entre eux, les start-upers viennent d'écoles de commerce et ne parlent pas aux universitaires, ils ont tort, et les grandes entreprises les regardaient en rigolant. Ça a créé des conversations nouvelles, extrêmement dynamiques, a fait que notre pays a vraiment pas mal accompagné cette mutation numérique et assez vite finalement. Sur l'IA aujourd'hui, il y a quasiment aucun débat national. Il y a des rencontres comme aujourd'hui, mais or, c'est un sujet important sur l'éducation. Laurent Alexandre vient de sortir un bouquin où il dit les études, ça ne sert plus à rien. L'autre jour, j'étais aux 25 ans de l'Institut Montaigne, un monsieur qui avait sûrement travaillé chez France Télécom nous assène que les livres ne servent plus à rien, qu'il ne faut pas lire. Discutons, parce que c'est un peu court jeune homme, j'avais envie de lui dire, malgré son grand âge. C'est un peu plus compliqué que ça. Et puisqu'on parle aujourd'hui de polymath, et c'est le thème du sujet, c'est la question qui a été posée par Luc Julia dans la petite polémique de cet été, qui tient le manche. Alors, qui tient le manche, c'est évidemment les trois Américains que j'ai cités tout à l'heure. Mais il y a des solutions européennes, il y a des IA open source, il y a Mistral, il y a les bonnes vieilles IA symboliques dans lesquelles on était plutôt, les systèmes experts pour faire simple, dans lesquels on était plutôt très très bon, et à Saclay et à Jussieu, Paris 7 à Paris. Il y a des moyens de faire des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pour moi, et c'est une réponse à Laurent Alexandre et consorts, c'est l'éducation, et c'est l'éducation artistique, l'éducation générale, et c'est des disciplines qui nous semblaient totalement has-been, comme la philosophie, comme la connaissance des humains, l'anthropologie, c'est-à-dire vous prenez une IA qui fait une chanson, vous lui dites « fais-moi un blues 12 mesures à la manière de Chicago », ça va être très bien. Mais quand vous écoutez un live de B.B. King, de Freddie King, enfin des trois Kings, ils s'appellent tous King, il y a quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, on appelle le groove, c'est assez dur à saisir. Alors les IA y arrivent, mais comme le dit François Pachet, chercheur en IA, parmi les plus brillants français, les IA ne copient que les similarités. Si on lui donne... Et il n'y a qu'un B.B. King, donc le groove de B.B. King, il est difficile à copier. Ou alors c'est tous les disques de B.B. King, mais ça vient du mimétisme et on n'est plus dans la création artistique. Donc il y a des réponses éthiques, il y a des réponses liées à l'éducation, donc l'anthropologie est importante, c'est ce que je voulais dire. Et puis le gros défi qui relève de l'éducation, de la culture artistique, c'est de sortir des mêmes, c'est-à-dire de ne pas reproduire ce qui existe. Copier B.B. King, c'est bien, mais inventer le B.B. King du XXIe siècle en France, donc ça sera peut-être plus une continuité de Django Reinhardt que d'un bluesman américain, c'est intéressant aussi.
inventer des produits nouveaux comme vous le faites dans des choses qui n'existaient pas avant, transformer en produits les études cliniques avec une solution, ou inventer, non pas redonner la vue en réparant l'œil et en faisant un œil bionique comme l'homme qui valait 3 milliards, mais avoir une stratégie de contournement donc totalement nouvelle. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'IA qui ont des informations de masse sur ce que vous faites, parce que le sujet est vraiment nouveau. Alors ça permet de gagner du temps, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'inventer de nouveaux produits, ça permet par exemple de modéliser le réel, c'est des projets sur lesquels on travaille, pour détecter le rendement de systèmes de production d'énergie, c'est important. Ça permet de réinventer la question du manuel scolaire, qui a été très théorisé par Freinet dans les années 50. Aujourd'hui, on peut faire des manuels scolaires adaptatifs dans le cas d'un groupe, c'est-à-dire en commun, mais pour un individu. Ce n'est pas l'individu contre le groupe, c'est l'individu avec le groupe, et une adaptation qui prend en compte les deux. Le tout orchestré par l'instituteur ou le professeur. Ça, c'est intéressant, c'est nouveau. Avec des exercices pédagogiques qui sont eux-mêmes basés sur des evidence-based, c'est-à-dire par des preuves scientifiques dont on peut changer le protocole. Si vous ne comprenez pas Pythagore d'une manière, je prends Pythagore et je vous l'apprends d'une autre manière. Un côté très pédagogique. Pardon ? Un côté très pédagogique. Ah oui, on n'est plus dans la pédagogie militante idéologique, la pédagogie active contre la pédagogie classique, qui est le débat qu'on a à peu près généralement en France. On est vraiment dans des outils qui sont centrés sur l'enfant et le système choisit le meilleur moyen pour cet enfant spécifiquement. On n'est pas dans l'idéologie. C'est une start-up qui s'appelle Evidence B. Il y a vraiment des produits nouveaux. Et ça, c'est une opportunité, c'est très stimulant. Alors, ça veut dire pour les artistes s'intéresser à la technologie, c'est-à-dire au lieu d'aller voir des expos de peinture, c'est important, mais aller rencontrer des scientifiques, parler avec des scientifiques, ce qui ne se fait pas dans le monde de l'art en France, c'est bien dommage, peut-être un peu à part Paris 8, c'est très important. Fréquenter des lieux que les artistes ne fréquentent pas, aller à Polytechnique, aller sur le plateau de Saclay, pour voir les opportunités de produits nouveaux et transformer ces technologies en produits, ce qu'on ne sait pas forcément bien faire. C'est-à-dire qu'un prototype, ce n'est pas un produit. Un produit, ça change la vie et c'est adopté par des gens au quotidien. Donc la notion de produit, elle est importante. On a un peu perdu l'habitude. Et si on fait des produits nouveaux avec de l'IA, il ne faut pas qu'en France, on soit les... Alors, je vais prendre une... On soit les... Comment dire on soit la matière première des Américains. Hein, nos ingénieurs et nos chercheurs brillants, on est très content quand ils vont aux États-Unis, ça nous flatte, mais on se dit si ils faisaient des produits en France, c'est quand même pas mal. Ça serait quand même mieux. Hein, ce serait quand même pas mal. Je voulais revenir sur le décloisonnement. Justement, donc le décloisonnement, Vincent en parlait, vous en parliez aussi de cette importance d'aller croiser, de ne pas rester en silo, hein, et de croiser les expertises. Alix, en fait... Vous croisez pas simplement des expertises, mais des masses de données qui sont issues donc, de disciplines extrêmement variées. Hein. Comment est-ce que, et tout ça pour pouvoir innover autrement, comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait un dialogue qui se crée entre vos équipes avec justement des profils qui sont très différents et qui ont donc des langages extrêmement différents? Comment est-ce qu'ils arrivent à se faire comprendre et à avancer ensemble? Alors nous, ce qui est important d'abord, c'est qu'on a un problème commun. Hein, c'est la cécité. On a un produit commun, on a une seule boîte. Des langages qui ne sont pas communs, mais on travaille à la compréhension des uns par les autres, parce que c'est important de comprendre les contraintes des uns, les possibilités des autres. Et puis surtout, on a des rituels communs, c'est-à-dire qu'on met beaucoup en commun cette équipe pour que, en effet, on avance dans la même direction et à peu près à la même vitesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on marche sur 3 pieds. On marche sur un pied qui est le hardware, qui est le dispositif physique que j'évoquais tout à l'heure, la caméra, la ceinture. On a un deuxième pied qui est le logiciel, tout le traitement des informations qui sont captées captées et restituées. Et le troisième pied, qui est au moins aussi important, que sont les usages. Hein, c'est pas parce qu'on a un dispositif qui a des possibilités que ça va changer la vie des non-voyants qui vont l'utiliser. Parce que entre l'éloignement du travail, l'isolement social, l'éloignement de l'éducation de personnes qui sont dans la cécité, une fois qu'ils sont équipés, il faut faire beaucoup plus que juste les équiper pour résoudre tous ces problèmes. Donc les usages, c'est vraiment un point important. Alors comment on fait et comment on travaille? En fait, on a un amont et un aval qui sont communs, et entre les deux, on a des silos. Je m'explique. L'amont,
c'est le besoin du client, le besoin existant ou à révéler, parce que nous, on crée des possibilités que beaucoup n'imaginent pas. Donc on travaille autour du besoin ou d'un besoin qu'on pourrait révéler. On travaille sur le hardware, sur les capacités, les contraintes et les capacités du hardware. Et puis, sur le software, c'est l'infini des possibilités. Et voilà. Donc tout ça, on le met ensemble pour se dire ensemble ce qu'on va faire. Ensuite, chacun œuvre. Et ensuite, on se retrouve. Et là, on teste. Voilà. Et ces moments de test, on a évidemment des défis, des problèmes. Une équipe qui fonctionne bien dans notre diversité, c'est une équipe, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne, tout le monde cherche. Tout le monde cherche en quoi sa partie pourrait être à l'origine du problème qu'on rencontre. Et en général, il n'y a pas une seule source de problème. Voilà. Donc, entre le hardware et le software, c'est vraiment un dialogue permanent. Et puis dans les usages, voilà, est-ce qu'on a bien pris en compte certaines réalités, voilà. Donc ça, c'est vraiment entre les deux, il faut que les uns et les autres expriment leur expertise, travaillent dans avec leur façon de fonctionner. Mais on a ces points de rencontre qui sont essentiels. Alors là, on a parlé de la méthode. Est-ce que vous auriez des petits exemples concrets d'outils, par exemple, à partager avec la communauté ici, que ce soit des glossaires, quels outils vous avez, et peut-être que Vincent, vous pourriez compléter après. Dans les outils qu'on a, on a d'abord un travail d'onboarding absolument clé. C'est-à-dire que nous, quand les personnes arrivent dans l'entreprise, en général, ils n'ont pas connaissance. Voilà, il y a peu d'antériorité. Donc, on fait vraiment un travail de mise en commun et d'onboarding qui est extrêmement fort. Et ensuite, on a énormément de temps, de rencontres, de réunions ensemble, d'explications. On prend beaucoup de temps pour que les uns expliquent leur savoir-faire, leur expertise aux autres. Voilà. Et puis, enfin, on documente énormément. Contrairement à peut-être le réflexe, on a besoin de beaucoup documenter pour que les uns et les autres s'y retrouvent dans le temps qui est assez long dans la recherche, pour qu'on puisse en permanence se référer aux choix antérieurs. Voilà. Donc dans la documentation, évidemment, c'est complexe, c'est un peu lourd de documenter. Dans la documentation, d'autres IA, c'est pas l'IA de traitement d'image, mais d'autres IA permettent de réduire la charge et de s'assurer que voilà, c'est faisable au quotidien. Vincent ? Oui, donc je continue. En effet, c'est une problématique dans laquelle je me retrouve particulièrement. Déjà parce que personnellement, j'aime beaucoup cette intersection entre les expertises et les faire dialoguer. Je trouve que c'est vraiment un très bon terrain de jeu. Et ensuite, dans notre cas, c'est une problématique qu'on a au quotidien. On cherche à faire parler des biologistes avec des pharmaciens, avec des ingénieurs, avec des médecins. Donc tous ces gens-là ont vraiment des modes de réflexion très différents. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est un terme au niveau du vocabulaire. Par exemple, si on dit le mot modèle, dans mon équipe, je vais parler à un data scientist, à un ingénieur, il va de suite penser à une machine, une IA, c'est dans un ordinateur. Voilà. Si je parle à un biologiste et que je lui dis le mot modèle, il va penser à une souris. Donc, voilà, c'est pas du tout pareil. Donc, on sent que si on met ces gens dans la même salle, voilà, il va y avoir un peu de difficulté à communiquer. Et donc, comment est-ce qu'on brise ça ? Alors, ça commence dès le recrutement. Une condition nécessaire pour entrer chez nous, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre. Ça, c'est absolument nécessaire. Et en fait, on ne va pas recruter quelqu'un qui n'aura pas cette envie-là, parce qu'on sait que derrière, il ne va pas aller vers les autres, il ne va pas chercher à comprendre leur mode de fonctionnement, il ne va pas vouloir s'adapter avec eux. Donc, on a un processus de recrutement assez strict sur toutes ces compétences comportementales, parce que je pense qu'on ne fait que hériter en fait, de ça derrière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je rejoins Alix sur la partie sur les premiers mois que la personne va avoir dans l'entreprise pour la faire monter en compétences. Les premiers jours si vous rejoignez Scientalab, votre premier jour, si vous êtes un biologiste, on va vous donner un livre sur l'intelligence artificielle. Et inversement, si vous êtes un ingénieur, on va vous donner un livre sur la biologie derrière ces maladies, justement pour rentrer dedans. Et ensuite, un troisième point, c'est au niveau de l'organisation en interne. Personne ne fera un projet chez nous sans
être directement impliqué avec 2 autres personnes qui ont chacune les autres spécialités qui sont nécessaires, donc un pharmacien pour la partie qui représente notre client en fait, et on va toujours avoir un pharmacien, un biologiste et un ingénieur qui vont être à chaque fois travailler ensemble. Donc chaque projet va être mené main dans la main et c'est pas possible d'avancer autrement dans notre cas. Donc structurellement, on cherche à casser ces silos. On mettait vraiment autour de la table toutes les expertises. Exactement. Il y a une vraie pluridisciplinarité dans la manière dont vous approchez les projets. Exactement. Alors j'ai une question plus générale pour Jean-Louis, mais éventuellement pour vous tous aussi, sur ce que l'IA finalement peut nous aider à faire par rapport à des enjeux qui sont de plus en plus complexes. Vous l'évoquiez dans vos métiers, et puis Jean-Louis, vous l'évoquez tout à l'heure. Est-ce que finalement, pour revenir au sujet des Léonard, des nouveaux Léonard, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'IA pourrait nous aider en tant qu'individu à redevenir ou à devenir des Léonard des temps modernes, donc revenir un peu sur ces polymathes et nous rendre capables de maîtriser un grand nombre de disciplines variées que l'on ne peut pas maîtriser sans ça, et pour pouvoir apporter des réponses à ces nouveaux enjeux auxquels est confronté le monde, qui sont assez colossaux. Alors, sûrement, mais un outil, un marteau a des déterminismes et change beaucoup de choses. Le marteau permet la forge, etc. Mais c'est pas le marteau qui permet le sabre japonais, c'est-à-dire l'acier damassé qui coupe, etc. C'est-à-dire qu'il y a d'autres interventions. Ces interventions, c'est la recherche du nouveau, la recherche de l'inconnu. Pour continuer la discussion passionnante de ce que vous exprimiez, quand on veut construire Sainte-Marie-des-Fleurs, Santa Maria del Flor, c'est plus sympa en italien, Brunelleschi propose une solution qui n'est pas une solution technique ou des outils, qui est une organisation qu'on appelle le progetto en italien, le projet en français, c'est-à-dire une ambition diffusée dans le temps, qui règle un certain nombre de problèmes. Et ça, c'est le point le plus important. La question, c'est comment on va régler ce projet. Il y a plein de méthodes, on connaît la méthode agile, l'ingénierie co-quant, l'ingénierie linéaire, etc. Ce qu'on a entendu là dans les témoignages qui sont vraiment contemporains et qui sont ce qu'il faut faire, c'est une organisation transdisciplinaire, c'est-à-dire plus que pluridisciplinaire, transdisciplinaire. La spécialité de leur sujet, elle n'existe pas à l'université, elle n'est pas enseignée, c'est pas un CNU avec un numéro universitaire. Il y a des disciplines de base et il y a un enjeu de mélanger des savoirs, de partager un langage pour arriver à un résultat qui est nouveau. Ce qui est mis en place dans ces 2 entreprises incroyables, c'est finalement la recherche du nouveau et la manière de le faire, c'est cette transdisciplinarité dont parle Edgar Morin, c'est-à-dire par-delà les disciplines pour adresser l'inconnu. Dans ce cadre-là, l'IA peut être un fluidifiant, c'est-à-dire quelque chose qui facilite les croisements de langage, quelque chose qui facilite la documentation, ça a été dit, quelque chose qui permet d'enrichir ce labourage, ce télescopage, ce questionnement de l'inconnu par des gens qui ont des points de vue différents. Le dialogue entre monsieur électronique et monsieur logiciel, c'est un peu toujours le même. L'électronique, on fiche, puis à un moment, on se débrouille avec le soft. Mais on ne demande jamais au gars du soft de ce qu'il a envie de figer définitivement. Bon, et on peut simuler avec l'IA, donc limiter les risques ou voir. Simuler, c'est un apprentissage. Et on peut surtout, grâce aux IA, ce qui est à mon avis une des protections humaines les plus importantes, enfin une des protections, un enrichissement des IA, on va prendre le problème à l'envers, et une résistance positive, d'abord se parler, parce que ce qu'on a dans son cerveau, on est biologiste ou ingénieur électronique, mais on a des passions qui peuvent irriguer ce qu'on fait. Un être humain, il n'est pas monolithique. Et on peut, ce qui est difficilement faisable par des IA aujourd'hui, expérimenter pour de vrai. Votre Pico avec les 256 points, je sais bien pourquoi il y en a 256, imprimé en 3D, on a fait des choses comme ça autrement avec des LED et des aiguilles pour des trucs haptiques. Enfin, je vois très bien la puissance de l'expérimentation physique réelle. Alors des fois on peut pas, sur
on peut un peu sur des souris, mais sur des êtres humains, pas tout de suite, c'est tout l'enjeu de votre projet, mais le se parler et expérimenter, c'est vraiment des points importants. Et les IA peuvent nous aider à mémoriser, à reproduire, à faire des parallèles, analogies entre expérience réelle et expérience simulée. Il y a même des méthodes dans les petits débrouillards, qui est une association de vulgarisation scientifique par l'expérimentation, croisent toujours une simulation, une expérience sur l'ordinateur et une expérience dans le monde réel, qui peuvent être différentes. À l'ordinateur, on peut jouer avec un sous-marin, dans la vraie vie, on ne peut pas. Par contre, on peut jouer avec une pierre inélastique pour Archimède. Et ça crée des analogies, des changements de regard, et c'est intéressant. Donc l'IA peut booster tout ça, mais à la base, c'est pas la question du manche de l'outil, c'est la question de la puissance de l'humain dans son imprévisibilité. Et les IA sont prévisibles, parce que c'est une fausse création finalement, dans l'imprévisibilité, et pour chercher cette transdisciplinarité qui est une des clés de l'économie française en général, de la mutation du système éducatif et universitaire, mais aussi de ce que vous faites, qu'on est l'illustration absolue. Alix, vous voulez compléter ? Oui, dans ce registre, nous, notre fondateur et l'inventeur de la technologie, qui s'appelle Rémi Duchalard, est exactement un nouveau Léonard, comme vous le décriviez. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, je pense qu'il l'était avant même de toucher à de l'IA, et c'est ça qui fait, son esprit est extrêmement créatif, très foisonnant, arrive à concrétiser des idées. Voilà, je pense que c'est indépendant des outils qu'il a pu utiliser. Ensuite, aujourd'hui, avec l'IA qui est à sa disposition, il est encore plus stimulé, encore plus créatif et surtout plus rapide entre l'idée et le test, le prototype. Voilà, l'industrialisation, c'est encore un autre... une autre logique dans laquelle l'IA joue son rôle, mais lui, sa créativité, elle est décuplée. En revanche, je ne sais pas si l'IA crée des nouveaux Léonards. Ça donne plus de possibilités à des esprits qui sont déjà extrêmement généreux. Vincent, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, plutôt d'accord. Oui, c'est dans la phase d'apprentissage, je pense que... pour rejoindre Alix, que l'IA a un rôle, ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'avoir non, c'est pas vraiment, d'avoir une machine en direct à qui on peut poser des questions quelquefois naïves pour comprendre un sujet particulier sur un domaine dans lequel on n'est pas expert. Et là, en effet, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le domaine. Donc sur cette phase d'apprentissage, en effet, je pense que l'IA a un rôle à jouer. Après, elle ne va pas créer une personne directement, donc forcément... J'ai une dernière question pour vous, sur justement la manière dont on peut éduquer, dont on peut s'éduquer, nous humains, ou éduquer les jeunes générations à ce dialogue homme-machine, et puis même au-delà de ça, quelles sont les compétences humaines qu'il nous faut cultiver. Alors vous avez commencé à l'aborder, Jean-Louis, dans ce nouveau monde. Je parle en premier, désolé. Contrairement à ce qui a été défendu par certains auteurs ou certaines personnes, si on veut, parce que là on a parlé de gens exceptionnels, votre fondateur est quelqu'un d'exceptionnel, donc l'IA c'est un outil au service de son génie, donc c'est pas un problème. L'IA pour Pierre-Gilles de Gênes ou Philippe Starck, c'est un plus. La question, c'est que sur Terre, il n'y a pas que des génies, on est nombreux, moi je ne suis pas un génie, donc la question, c'est le partage de ces technologies-là. Et je pense que être de quelque part a une valeur infinie. C'est pas du nationalisme, c'est la puissance de la culture et de l'être au monde dans la manière de faire les choses. Alors on est plus ou moins fort suivant les époques, en ce moment on est plutôt dans le creux de la vague, mais ça va revenir. Ce qui veut dire que les disciplines qui semblaient les plus inutiles, la philosophie, j'en ai parlé, l'anthropologie, j'en ai parlé, la culture artistique, la culture scientifique, n'ont pas présenté comme les revendications d'un statut de chercheurs qui n'ont pas assez d'argent et qui sont malheureux, mais la science pour ce qu'elle a d'incroyable et de progrès humain. L'économie, on a vu...
à l'Assemblée nationale récemment, enfin c'est le prix Nobel qui le dit, l'inculture de nos députés en termes d'économie. C'est pas l'inculture de nos députés, c'est l'inculture des Français en économie tout court. Et dans les écoles d'art, l'argent, l'économie, c'est un mot sale qui n'est jamais prononcé. Et alors dans les écoles d'art, pourquoi pas, mais dans les écoles de design, c'est anormal. L'art de l'ingénieur, l'art des process, la théorie des organisations, tout ça, c'est des choses, alors, bien sûr pas au collège ni au lycée, mais c'est des choses qui sont importantes. Et là, peut-être, on sera polymathe. On a... dans les écoles de design, on parle de design global. Si on prend au pied de la lettre ce que veut dire design global, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Et bien pourquoi pas ? En médecine, on a des médecins internes. Vous avez tous vu Dr House, médecin interne. Donc, spécialité, c'est l'ensemble des spécialités. Je pense qu'un designer d'aujourd'hui, pour parler pour mon métier, il doit être comme Dr House. C'est-à-dire avoir un volume de jeu extrêmement important. Alors, avoir un volume de jeu important, ça ne veut pas dire tout savoir. C'est-à-dire arriver à se positionner par rapport à l'inconnu. Apprendre à apprendre, devenir spécialiste de l'inconnu. C'est-à-dire d'avoir une posture face à des problèmes nouveaux. L'IA peut nous aider, mais pour être critique et être français jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire avoir un regard critique sur ces technologies-là, ce qui est quand même, la pensée critique, c'est notre oxygène intellectuel, il faut armer un peu nos jeunes gens à l'école. Et il y avait une étude cet été que vous devez connaître à KPMG, dans les grands cabinets de conseil mondiaux, les associés seniors sont peu impactés par l'IA, et au contraire, ils vont plus vite, c'est mieux, parce que toutes les petits pinceaux de la vie quotidienne sont réglés par les IA, et donc les jeunes sont plus impactés. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment on devient un vieux associé senior qui sait plein de choses, comment on devient votre patron quand on a 20 ans. C'est ça la question, en fait. La seule question qui devrait nous habiter. C'est pour ça qu'à mon avis, les fondamentaux, c'est du nutriment pour des muscles, c'est des protéines pour les muscles qui serviront sur un temps plus long. Alors on est dans un monde d'immédiateté, mais si on veut se positionner par rapport à ces technologies, il faut vraiment muscler dès le plus jeune âge pour combler l'écart entre un jeune diplômé d'une école de design, je prends mon exemple, jusqu'à Philippe Stark, parce que c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. Et trouver l'intérêt des IA pour les plus jeunes, et pas remplacement, parce que les beaux rapports bien écrits, sans faute, etc., comme on disait chez McKinsey, sera fait par des machines. Non. Ouais, dont on se lassera, parce que d'ailleurs, ils seront tous les mêmes. Donc... Oui, alors, truffé d'erreurs comme... on ne va pas les citer par générosité d'âme, mais le rapport australien, là... Tout à fait. Alix et Vincent, en conclusion ? Juste sur ce sujet, je trouve que nous, dans l'entreprise, on n'est pas vraiment là pour éduquer. L'éducation, elle est antérieure, et ça pose évidemment plein de problèmes, de questions de société. En revanche, nous, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à partager le fait qu'on a un cadre. Ce cadre, il est extrêmement têtu. Et il doit être respecté, en particulier quand on fait on fabrique du dispositif médical, ou quand on fait de la biologie médicale, et en le respectant, on gagne plus de liberté. Voilà, donc c'est un peu cette dichotomie qui n'est pas forcément, quand on accueille des nouveaux collaborateurs, c'est pas forcément ce qu'ils ont en tête, mais en revanche, effectivement, quand on fait de l'intégration logicielle, c'est extrêmement têtu. Quand on passe du prototype à l'industrialisation, c'est extrêmement têtu. C'est-à-dire que si on ne respecte pas le cadre, on le paye très cher, et donc on a intérêt à bien prendre en compte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prendre en compte les contraintes, et à l'intérieur de ce jeu de contraintes externes, techniques, à ce moment-là, toute la liberté est là. Et donc, pour ça veut dire que nous, dans notre travail et notre sourcing, quelque part, on cherche des gens qui ont l'humilité de comprendre que la science, c'est tout ce qu'on a à découvrir, c'est immense. Ce qu'on a à fabriquer ensemble, c'est immense. Et donc, on est chacun... et Rémi Duchalard a cette humilité face à la science. On a chacun notre pierre à apporter. Et respecter le cadre nous permet d'aller beaucoup plus loin ensemble, et sans tomber dans des pièges qui sont malheureusement parfois difficiles pour les entreprises qui n'arrivent pas à faire respecter ce cadre. On retient l'importance de l'humilité dans ces démarches-là. Oui, et en effet, pour continuer, on le voit, je pense que l'IA, c'est une technologie qui a un très bon potentiel et qui permet justement
de faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Il y a également cet autre pendant, les risques que ça peut amener. Personnellement, que je pense particulièrement important, c'est ce qu'on appelait les deepfakes, donc toutes ces créations de faux contenus qui peuvent être faits à l'échelle. Et pour n'importe qui, en fait, ça peut devenir compliqué, en fait, même en étant expert du domaine, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et la seule réponse à ça, je pense que c'est l'esprit critique. Et donc ça passe par l'éducation, et pour constamment faire l'effort de se dire d'où vient cette information, et de faire l'effort de le remettre en question. Beaucoup d'énergie, forcément. Donc, à mon avis, ça passe forcément par ce chemin-là, par celui de l'éducation. Merci à tous les trois. J'accueille maintenant Jean-David Orange, qui va nous donner son point de vue et son expertise sur la manière justement dont l'entreprise est transformée par l'IA et l'impact que ça a sur l'organisation, sur le management, sur la culture, sur les hommes. Évidemment, on le voit bien, c'est un sujet technologique, mais c'est avant tout humain. Donc Jean-David, comment est-ce que tu accompagnes les grandes entreprises et les ETI dans cette transition? Qu'est-ce que tu vois aussi plus largement émerger de la part des entreprises par rapport à cette disruption et ces enjeux majeurs? Alors, merci Alban, ravi d'être avec vous. Donc, pour reprendre le terme dont on parlait tout à l'heure, on l'aborde avec beaucoup d'humilité, le sujet, mais aussi avec ambition. En fait, on se rend compte que le sujet de l'IA et nos clients ont un réveil un peu difficile sur l'IA, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, ils ont fait beaucoup d'investissements, et aujourd'hui, il y a un vrai sujet pour, ils appellent ça passer à l'échelle, et avoir un retour sur investissement sur l'IA. Et du coup, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de cas d'usage qui ont été faits dans les métiers, etc. Mais ça ne produit pas de valeur, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une adoption un peu technologique, avec un angle technologique, comme on a l'habitude de faire. C'est plus facile. On met des outils à disposition des personnes, des copilotes, etc. Et puis on regarde ce qui se passe et on attend que ça génère de la valeur. Et en fait, il se passe pas grand-chose quand on fait ça. Donc le réveil, il est qu'il faut aller transformer les organisations, les métiers avec l'IA. Il y a un vrai potentiel, mais il faut aller le chercher. Et ça, c'est de l'investissement, et c'est de l'investissement humain parce qu'il faut piloter une véritable transformation. Et nous, comment on les aide, en fait? On les aide à objectiver et à modéliser l'entreprise de demain et les métiers de demain. Donc, on a des solutions qui permettent de projeter, en fait, les rôles de demain au niveau des entreprises, un comptable, une responsable marketing, un responsable RH, un responsable du recrutement, de manière très concrète sur les tâches qui vont être augmentées par l'IA demain et surtout les tâches qui vont être à forte valeur ajoutée humaine. Et la même chose sur les processus métiers, que ce soit des métiers de fonction support ou des métiers clients, des personnes qui sont en contact avec les clients. Et ça, c'est très important parce qu'il faut dessiner un avenir qui soit désirable pour les personnes, pour les collaborateurs, pour les managers, et qui soit concret. Et en fait, aujourd'hui, on voit que l'IA, il y a beaucoup de promesses, mais ça reste assez abstrait, ça peut rester en l'air. Donc, ça demande quand même en fait une projection très fine et qui soit en lien aussi avec la création de valeur. Et on retrouve le sujet de la raison d'être. En fait, aujourd'hui, il faut savoir comment l'entreprise veut se différencier avec l'IA. En fait, le sujet, c'est pas trop d'adopter la technologie, mais plus de trouver qu'est-ce qui va vraiment différencier demain la qualité de service de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs, etc. Et ça, c'est la différenciation par l'humain. C'est justement ce que ne va pas faire l'IA. Et c'est là-dessus qu'on essaye d'accompagner les entreprises. Le futur de leur modèle à forte valeur ajoutée et de différenciation, qui est leur ADN, leur identité, etc. Donc ça demande une exigence d'être encore plus sur leur singularité. Oui, et justement, en fait, tu évoquais l'impact sur les fonctions. Comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'amener les différentes fonctions dans l'entreprise à bâtir un partenariat entre l'humain et l'IA, avec, comme tu l'évoquais, bien la place de l'humain, sans tomber quand même dans une peur qui est légitime, que chaque collaborateur peut avoir de, finalement, est-ce que l'IA ne va pas remplacer mon métier ?
Donc comment est-ce qu'on arrive à concilier un peu ces enjeux-là, en tout cas par rapport à une adoption qui est nécessaire et qui doit s'accélérer, et puis évidemment des craintes, parfois légitimes en tout cas de la part des collaborateurs. Ouais. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une peur de l'IA. Les personnes ont peur d'être remplacées. Et du coup, on peut se retrouver bloqué, en fait, avec une peur. Et du coup, l'entreprise ne bouge pas. Et en fait, il faut avoir un discours de vérité. Oui, les métiers vont évoluer. Oui, ça va se transformer, comme toujours. C'est une révolution. Mais il vaut mieux essayer de conduire ça que de subir le sujet. Donc, les RH et les métiers dans les entreprises ont un rôle de responsabilité à jouer pour définir en fait le futur des métiers, le futur des fiches de poste, comment ça va évoluer, les nouvelles tâches, à la fois sur l'adoption des technologies, mais aussi sur les soft skills. En fait, il y a énormément de choses à développer sur le savoir-être, sur la prise de décision, sur l'autonomie, sur l'agilité, sur la collaboration, sur l'altérité, sur la performance collective. Donc, il y a énormément de champs à aller chercher pour créer de la valeur. Il y a la planification stratégique des ressources, qui est une responsabilité RH importante pour guider ce processus et donner la visibilité à 1 à 3 ans à l'entreprise pour accompagner en responsabilité le développement des compétences et l'évolution des rôles des collaborateurs. Mais elle a besoin de l'input des métiers et des managers des équipes qui doivent avoir, eux, la responsabilité de projeter les équipes dans le métier de demain. Donc ça demande une collaboration vraiment entre les métiers, les ressources humaines et même la technologie pour que ça fonctionne, d'où la transdisciplinarité dont on parlait un peu tout à l'heure. J'ai une dernière question pour revenir un peu à ce thème des Léonards, finalement, qui a été notre fil rouge. Est-ce qu'on pourrait considérer ou imaginer que l'entreprise devienne elle aussi finalement un peu un Léonard collectif, c'est-à-dire une organisation capable de mieux croiser les savoirs, les métiers, les regards, pour pouvoir produire du neuf et puis être de plus en plus agile par rapport aux nombreux enjeux qu'en tant qu'entreprise, on est amené maintenant à affronter de manière quasi quotidienne, une crise succédant à l'autre. Alors, il y a 2 points par rapport à ça. Je pense que l'IA offre quand même un luxe de gain de temps. En fait, si on fait des analyses, on n'est pas loin de 30% de gain de capacité au niveau individuel et collectif. Et ça peut aller plus haut, moins haut, ça dépend des tâches qu'on exécute. Et ce temps, il doit être mis à profit pour aller chercher là où on est très faible aujourd'hui, où là il y a un champ de progrès, c'est le progrès sur la performance collective. La performance individuelle, on peut, la compétition, etc., on est assez fort là-dessus. Mais le champ du dialogue, de l'écoute, de la confrontation des idées, des personnes qui ont des parcours différents, etc., on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un champ de progrès et d'investissement qui doit être fait par l'entreprise. Il est rendu possible par l'IA aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que les Léonards, et on en parlait aussi tout à l'heure, les personnes qui sont expérimentées et qui vont adopter l'IA, ils vont devenir des Léonards assez facilement parce qu'ils ont toutes les bases, ils ont eu le socle d'apprentissage, ils ont tapé les dissertations, les analyses sur Excel, les PowerPoint pendant des nuits et des nuits. Donc ils ont construit en fait un savoir traditionnel sur lequel en fait l'IA va accélérer. Par contre, les jeunes, ça suffit pas parce que ça, d'abord, c'est une génération qui va partir. Donc, le sujet, c'est vraiment sur les jeunes. Comment on évite d'avoir un appauvrissement au niveau des jeunes dans l'usage de l'IA qui, eux, n'auront pas ou n'auront plus le savoir livresque, etc. Et donc, on rejoint absolument le besoin de prendre de recul, de prise de décision, d'exigence de singularité humaine pour les personnes et de construire une éducation, alors avant l'entreprise et aussi dans l'entreprise, sur l'autonomie des personnes et l'éthique des personnes et leur éducation en termes de philosophie, de savoir juger, discerner et challenger en fait ce que va donner l'IA.
Donc il faut inventer un nouveau système en fait éducatif qui va prendre l'IA comme donnée et qui va devoir penser une nouvelle manière de former et d'éduquer les personnes par rapport à ça. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Jean-Louis précédemment. Eh bien, merci à tous les quatre pour ces échanges passionnants et particulièrement inspirants. On repart tous un peu plus curieux et un peu plus léonard qu'en arrivant, en toute humilité. Et pour vous qui nous écoutez, vous pouvez bien sûr retrouver cet épisode de Futur plus humain sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Et il y a également une vidéo qui est accessible sur la chaîne YouTube de KPMG Innovation. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite aussi à découvrir notre boucle de tendance Innovation 2025 sur justement l'économie des intelligences et qui est disponible sur le site de KPMG France avec un lien que vous trouverez dans les notes de l'émission. Voilà, merci à tous et à toutes, plutôt à toutes et à tous, pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Futur plus humain, le podcast de l'innovation positive de KPMG en France.